Vous ne connaissez pas la vraie panique. Pas tant que votre patronne milliardaire ne vous a pas fait ça. C'est une femme qui licencie des cadres parce qu'ils respirent trop fort pendant les bilans trimestriels. Elle vous traîne à sa réunion d'anciens élèves. Elle glisse sa main froide dans la vôtre. Et elle regarde son bourreau d'enfance droit dans les yeux. « Voici Kevin », dit-elle, sa voix d'un calme terrifiant. « Celui qui est resté. J'étais son chef de cabinet. J'étais censé gérer son emploi du temps. Au lieu de ça, je tenais la grenade dont elle venait de retirer la goupille. Mon réveil a sonné à 4h30 du matin, avec un bruit d'oiseau mourant. J'ai appuyé sur le bouton de répétition avec la paume de ma main, en fixant la tache d'humidité sur le plafond de mon appartement. Elle ressemblait un peu à une carte de l'Amérique du Sud. À 4h45, j'étais debout. À 5h15, je grattais du pain brûlé dans l'évier. Je préparais une boîte à lunch avec un sandwich au beurre de cacahuète coupé exactement en triangle. Car s'ils étaient en rectangle, ma fille de 7 ans, Lily, prétendrait qu'ils ont le goût des devoirs de maths. Être un père célibataire est une masterclass en négociation d'otages. Être le chef de cabinet de Sophia Montgomery est une masterclass en survie dans une zone de guerre. J'ai déposé Lily à la garderie avant l'école à 6h30 du matin. Je lui ai embrassé le front et je lui ai promis qu'on irait manger une glace vendredi. Puis j'ai pris le métro pour Midtown, troquant l'odeur de jus de fruits rassis contre le parfum de l'ozone et du capitalisme pur. Sophia Montgomery avait 34 ans, pesait environ 1,2 milliard de dollars et possédait la chaleur humaine d'un scalpel. Elle avait bâti un empire de la logistique à partir de rien, écrasant ses concurrents avec une efficacité terrifiante et silencieuse. Elle ne criait pas, elle n'en avait pas besoin. Un léger resserrement de sa mâchoire suffisait généralement à envoyer les vice-présidents chercher leurs médicaments pour la tension. J'aimais travailler pour elle. C'était entièrement prévisible. Je tenais le chaos éloigné de son bureau. Elle me payait un salaire exorbitant. Et nous ne parlions jamais de quoi que ce soit qui n'impliquait pas les marges de profit ou les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement. Jusqu'à un mardi pluvieux d'octobre. Je suis entré dans son bureau d'angle. C'était un espace stérile aux murs de verre surplombant les toits de Manhattan. Elle se tenait près de la fenêtre, le dos tourné, tenant une épaisse enveloppe de couleur crème. « Les rapports du 3e trimestre sont sur votre bureau », ai-je dit en posant ma tablette. « Votre réunion de 10h avec le conseil est repoussée à 11h, et le bureau de Londres a besoin d'une décision sur le contrat de fret avant la fin de la journée. » Elle ne s'est pas retournée. C'était le premier signe que quelque chose n'allait pas. « Annulez Londres », dit-elle. Sa voix était neutre. « Dites-leur que je l'examinerai lundi. Libérez mon emploi du temps pour ce vendredi et le week-end. » J'ai cligné des yeux. Sophia ne prenait pas de week-end. Elle ne libérait certainement pas ses vendredis. « Vous prenez des vacances, Madame Montgomery. » Elle s'est finalement retournée. Elle avait l'air épuisée. C'était subtil. Une légère meurtrissure sous ses yeux bleus perçants. Une tension dans ses épaules que son tailleur Tom Ford ne pouvait cacher. Elle s'est approchée de son bureau et a jeté l'enveloppe crème sur l'acajou poli. Elle a glissé et s'est arrêtée à quelques centimètres de ma main. « Ouvrez-la », a-t-elle ordonné. Je l'ai ramassée. Du papier cartonné épais, des lettres dorées. Westbridge Preparatory Academy, promotion de 2011, réunion des 15 ans. « Vous allez à votre réunion d'anciens élèves », ai-je déclaré, en essayant de garder une voix neutre. « Nous allons à ma réunion d'anciens élèves », a-t-elle corrigé. J'ai reposé l'invitation sur le bureau. « Madame Montgomery, je suis votre chef de cabinet. Mes fonctions incluent la gestion de votre agenda professionnel, la liaison avec le conseil d'administration, et occasionnellement, dire aux relations publiques d'enterrer une mauvaise histoire. Sister à une réunion d'anciens élèves ne relève pas de mes compétences. Je vous paierai 50 000 $. Le silence dans la pièce est devenu incroyablement lourd. Je l'ai regardée. Elle ne clignait pas des yeux. Elle ne plaisantait pas. Sophia Montgomery ne plaisantait jamais. 50 000 $. Mon esprit a immédiatement fait le calcul. C'était le reste du programme de tutorat spécialisé pour la dyslexie de Lily pour les 3 prochaines années. C'était une voiture d'occasion fiable. C'était le poids écrasant de mes dettes de carte de crédit qui se vaporisaient en un instant. C'était une bouffée d'air. Je n'avais pas pris une respiration complète depuis 4 ans. Pas depuis que la mère de Lily avait décidé qu'elle préférait un professeur de yoga à Sedona à la maternité. 50 000, ai-je répété lentement. Pour porter vos sacs. Pour être mon cavalier.
dit-elle en s'asseyant dans son fauteuil. Elle a joint le bout de ses doigts. Le détachement clinique était de retour, tombant sur ses traits comme une visière. Westbridge est dans le Connecticut, dans une ville appelée Oak Creek. C'est un vivier pour les vieilles fortunes et les sociopathes de génération en génération. Je n'y suis pas retourné depuis 15 ans. J'ai besoin d'un tampon. Pourquoi moi? Engagez un acteur. Engagez un garde du corps. Un acteur surjouera. Un garde du corps ressemblera à un garde du corps. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend mes rythmes, qui sait quand intervenir et quand se taire. J'ai besoin de quelqu'un de pragmatique, quelqu'un qui ne sera pas intimidé par des gens dont le seul accomplissement est d'être né du bon père. Elle m'a regardé, son regard perçant. Mon argent ne vous intéresse pas, Kevin. C'est votre salaire qui vous intéresse. J'ai besoin de cette indifférence spécifique ce week-end. J'ai pensé à la tache d'humidité sur mon plafond. J'ai pensé au regard fatigué dans les yeux de Lily quand elle luttait avec un simple exercice de lecture. Nous partons vendredi à midi, ai-je dit. Sophia a fait un unique signe de tête sec. Envoyez vos mesures à mon tailleur. Il vous faudra un nouveau costume. Le costume coûtait plus cher que mes 2 premières voitures réunies. C'était un bleu nuit profond, taillé si précisément à mes épaules et à ma taille qu'il ressemblait moins à un vêtement qu'à une armure tactique. Quand le vendredi est arrivé, j'ai confié Lily à ma sœur Sarah pour le week-end. J'ai fait un modeste sac de sport et j'ai retrouvé Sophia dans le parking souterrain de la tour de bureau. Elle se tenait à côté d'une élégante berline Mercedes noire, tapant furieusement sur son téléphone. Elle portait une robe en soie vert foncé qui semblait simple, mais coûtait sans aucun doute une petite fortune, associée à un trench coat camel. « Conduisez, dit-elle, en me lançant les clés sans lever les yeux. Je les ai attrapés au vol. Bon après-midi à vous aussi, Sophia. » Elle a finalement levé les yeux de son écran, son regard me balayant. Elle a fait une pause d'une fraction de seconde, remarquant le costume. « Il vous va bien. Parfait. Allons-y. » Le trajet jusqu'au Connecticut a duré 2 heures. La première heure a été consommée par le silence et le bourdonnement étouffé du moteur de la Mercedes. Sophia l'a passé à lire des emails sur son iPad. Son visage était illuminé par la lueur blanche et crue de l'écran. J'ai regardé les gratte-ciels de la ville s'estomper dans le rétroviseur, remplacés par la verdure tentaculaire et agressive de la banlieue. Lorsque nous avons franchi la frontière de l'État, l'atmosphère dans la voiture a changé. C'était un changement subtil de pression barométrique. Sophia a rangé l'iPad. Elle a croisé les jambes, puis les a décroisées. Elle a tendu la main et a ajusté la bouche de climatisation. Puis, elle l'a remise en place. J'ai jeté un coup d'œil vers elle. Sa mâchoire était serrée. Elle se mordillait l'intérieur de la joue. « Alors » ai-je dit, en gardant les yeux sur la route. « Quel est le plan? Suis-je votre employé ou fabriquons-nous une histoire? Vous êtes Kevin Harris, dit-elle doucement, en regardant par la fenêtre passager. Vous êtes mon chef de cabinet. Ça, c'est vrai. Nous n'avons pas besoin de mentir sur qui vous êtes. Nous devons juste les laisser tirer leurs propres conclusions sur ce que vous représentez pour moi. Et que représentent ces gens pour vous? Ai-je demandé. Rien, a-t-elle lâché. C'était trop rapide, trop sec. J'ai laissé le silence s'étirer sur 1 kilomètre avant de reprendre la parole. 50 000 $. C'est beaucoup d'argent à dépenser pour des gens qui ne représentent rien. Elle a tourné la tête pour me foudroyer du regard. Je ne vous ai pas payé pour une psychanalyse, Kevin. Vous m'avez payé pour être un tampon. Un tampon doit savoir ce qu'il absorbe. Sophia a soupiré. C'était un son rauque, totalement dépourvu de son raffinement habituel. Elle a appuyé sa tête contre l'appui-tête en cuir et a fermé les yeux. « J'étais boursière à Westbridge, » dit-elle, sa voix dépouillée de son armure d'entreprise. « Oak Creek est une ville où votre pedigree est votre monnaie. J'étais la fille d'un mécanicien et d'une serveuse de restaurant. Je portais des vêtements de friperie dans une école où des jeunes de 16 ans conduisaient des BMW. J'étais intelligente et j'étais pauvre, ce qui faisait de moi une cible. Les enfants sont brutaux, ai-je suggéré. Ce n'étaient pas des enfants, c'étaient des prédateurs en formation, a-t-elle corrigé, ouvrant les yeux pour regarder les collines du Connecticut défiler. Ils en faisaient un sport de me rappeler que je n'étais pas à ma place, surtout un garçon nommé Harrison Cole. Son père possédait pratiquement la ville. Harrison s'était donné pour mission personnelle de me détruire. Farce, rumeurs, isolement. Il était implacable. Pourquoi y retourner? Ai-je demandé. Vous avez gagné. Vous êtes milliardaire. Vous pourriez acheter la ville et la transformer en parking.
Un sourire amer a joué sur ses lèvres, parce que j'ai besoin de les regarder dans les yeux et de savoir qu'ils n'ont plus aucun pouvoir sur moi. J'ai besoin de boucler la boucle. Nous sommes arrivés à Oak Creek une demi-heure plus tard. C'était d'un pittoresque exaspérant. Des pelouses manucurées, de vastes demeures coloniales en retrait de la route, des chênes centenaires bordant les rues. Ça sentait les feuilles mouillées et la vieille fortune. Sophia m'a dirigé vers un immense portail en fer forgé qui s'ouvrait sur le Country Club d'Oak Creek. L'allée était bondée de Porsche, de Range Rover et de Jaguar de collection. J'ai garé la Mercedes sur le parking arrière. Avant de couper le moteur, j'ai regardé Sophia. Ses mains tremblaient très légèrement. Elle serrait sa petite pochette si fort que ses jointures étaient blanches. « Sophia !» ai-je dit doucement. Elle a tressailli, redressant les épaules. Le masque de la PDG est revenu en place. Finissons-en. J'ai tendu la main par-dessus la console et j'ai posé ma main sur la sienne. Sa peau était glacée. Elle a arrêté de respirer une seconde, ses yeux se posant sur mon visage. Choqué. « Nous restons 1 heure, ai-je dit, ma voix stable. Vous buvez une coupe de champagne ridiculement chère. Vous les laissez voir le costume, la voiture, le succès. Si quelqu'un dépasse les bornes, je renverse du vin rouge sur lui et nous partons. Marché conclu. » Elle a baissé les yeux sur ma main qui couvrait la sienne. Elle a dégluti difficilement. Marché conclu. La salle de bal du Country Club était une agression sensorielle. Ça sentait le gin, le parfum cher et la nostalgie désespérée. Un quatuor à cordes jouait dans un coin, entièrement noyé par les rires stridents de gens essayant de prouver qu'ils n'avaient pas vieilli en 15 ans. Sophia est entrée dans la pièce comme si elle entrait sur un champ de bataille. Je suis resté un demi-pas derrière son épaule droite, la position traditionnelle du chef de cabinet, assez proche pour intervenir, assez loin pour la laisser mener. La réaction a été immédiate. Les têtes se sont tournées. Les conversations se sont arrêtées en pleine phrase. Sophia Montgomery n'était pas un secret dans le monde des affaires. Elle était sur les couvertures de magazines. Mais pour ces gens, elle était la fille du mécanicien qui avait en quelque sorte usurpé leur ordre naturel. J'ai regardé leurs yeux la suivre. Un mélange d'envie, d'admiration et de malice persistante. « Champagne », murmura-t-elle, sans me regarder. J'ai attrapé 2 flûtes d'un serveur qui passait et je lui en ai tendu une. Elle a pris une gorgée, ses yeux balayant la pièce avec la précision d'une frappe de drone. « Là-bas », dit-elle doucement. Un groupe était rassemblé près de la sculpture de glace. Au centre se tenait un homme qui semblait avoir été cultivé dans une cuve spécialement pour être mannequin de pull en cachemire. Il avait des cheveux parfaits, une posture parfaitement décontractée et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux froids et calculateurs. Harrison Cole, il l'a vu. J'ai vu la reconnaissance le frapper. Ce n'était pas du choc, c'était une étincelle prédatrice. Il a chuchoté quelque chose à la femme blonde à côté de lui a tendu son verre et a commencé à se diriger vers nous. La foule s'est écartée pour lui instinctivement. « Préparez-vous » a chuchoté Sophia, en prenant une autre gorgée de son champagne. « Sophia! Sophia Montgomery !» Harrison s'est arrêté à quelques mètres, écartant les bras comme pour accueillir une amie perdue de vue. « Mon Dieu! Je ne t'ai presque pas reconnu sans les taches de graisse. » C'était une ouverture flagrante et laide. Il l'a dit assez fort pour que les couples environnants entendent. Quelques personnes ont ri nerveusement. Sophia n'a pas bronché. Son sourire était glacial. « Harrison, tu n'as pas changé d'un poil. Toujours au sommet de ta forme, à ce que je vois. » Son sourire s'est crispé, les bords se durcissant. « On parlait justement de toi. On a vu l'article dans Forbes. Qui aurait cru que la petite Sophia trouverait comment empiler des boîtes si efficacement? On pariait tous sur la durée de vie de l'Empire avant que tu ne t'effondres. »« Mon empire va bien, » a dit Sophia, sa voix baissant d'un octave. « Il est bâti sur des fondations, pas sur un héritage. » Harrison a ri, un son sec et dédaigneux. Il s'est approché, envahissant son espace personnel. L'odeur de son eau de Cologne, quelque chose d'agressivement boisé et cher, nous a envahis. La rancune est un grand moteur, n'est-ce pas, Sophia? Mais on se sent seul au sommet, surtout quand on est toujours la même fille qui s'est enfuie le soir de la remise des diplômes, parce que personne ne voulait d'elle à la fête. J'ai vu la main de Sophia trembler, un tremblement minuscule, presque imperceptible dans sa flûte de champagne. L'armure se fissurait.
Il touchait une blessure que 15 ans et 1 milliard de dollars n'avaient pas guéri. Il m'a regardé, me toisant d'un air dédaigneux. Et qui est-ce? Un autre de tes employés payés pour te tolérer. J'ai ouvert la bouche pour me présenter, pour jouer l'assistant de direction poli, pour désamorcer la situation. Mais Sophia a bougé la première. Elle s'est rapprochée de moi, comblant entièrement l'écart entre nous. Elle a glissé son bras sous le mien, ses doigts s'enroulant autour de mon biceps avec une poigne de fer. Elle s'est appuyée contre moi, son corps chaud et soudainement fragile contre mon flanc. Elle a regardé Harrison droit dans les yeux, la façade glaciale fondant pour révéler quelque chose de farouchement, terrifiante, brute. « Voici Kevin », dit-elle, sa voix calme, mais résonnant avec une clarté absolue. Celui qui est resté. Le silence qui a suivi était absolu. J'ai senti le sang gronder dans mes oreilles. Celui qui est resté. Ce n'était pas une présentation standard. Ce n'était pas un mensonge sur un petit ami ou un fiancé. C'était une accusation. C'était le membre fantôme d'une histoire, au milieu de laquelle je réalisais soudain que j'avais mis les pieds. Le sourire suffisant de Harrison a disparu. La couleur a quitté son visage, le laissant paraître maladif, sous les lumières du lustre. Il m'a fixé, m'a vraiment regardé pour la première fois, ses yeux cherchant quelque chose sur mon visage. Un souvenir, une ressemblance, une menace. « Restez », a répété Harrison, sa voix manquant soudainement de son assurance d'avant. Il a regardé Sophia, visiblement déstabilisée. « De quoi tu parles ?» Sophia ne lui a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Le mal était fait. L'ambiguïté de la phrase avait touché un nerf si profond que Harrison avait complètement perdu pied. Il a fait un demi-pas en arrière, ses yeux allant de l'un à l'autre. Je ne connaissais pas le scénario, mais je savais quand c'était à moi de jouer. J'ai resserré mon bras, assurant Sophia contre mon flanc, et j'ai regardé Harrison avec l'impatience pratiquée et épuisée que je réservais habituellement aux télévendeurs agressifs. « Si vous voulez bien nous excuser, Harrison », ai-je dit, ma voix basse et calme. Sophia a des gens qu'elle veut vraiment voir. Je n'ai pas attendu sa réponse. J'ai tourné doucement Sophia et l'ai éloignée de la sculpture de glace, loin de la foule qui nous dévisageait, la dirigeant vers les lourdes portes en acajou qui menaient à la terrasse. L'air vif de l'automne nous a frappés dès que nous sommes sortis. La terrasse était vide, surplombant le terrain de golf, baigné de clair de lune. Sophia a immédiatement lâché mon bras. Elle s'est dirigée vers la balustrade en pierre, a saisi le bord à 2 mains et s'est penchée en avant, prenant de profondes respirations saccadées. Je me tenais à quelques mètres derrière elle, lui laissant de l'espace, écoutant les grillons et le son étouffé du quatuor à cordes à l'intérieur. J'ai regardé la sombre étendue du terrain de golf, analysant ce qui venait de se passer. Celui qui est resté, ai-je dit doucement à l'air nocturne. Sophia ne s'est pas retournée. Ses jointures étaient blanches contre la pierre. Qui étais-je censé être, Sophia? Ai-je demandé, laissant tomber le titre, laissant tomber la déférence de l'employé. Qui est parti? Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Quand elle a finalement parlé, sa voix était à nu, un fil fragile dans l'obscurité. Je n'étais pas complètement une paria au lycée, Kevin, a-t-elle chuchoté. J'avais un ami, une personne qui avait promis de ne pas laisser Harrison me détruire. Nous avions un plan pour quitter cette ville ensemble. Elle s'est finalement tournée vers moi. Le clair de lune a capté la trace argentée d'une seule larme glissant sur sa joue, brisant la PDG milliardaire, ne laissant que le fantôme d'une fille d'Oak Creek. Mais le soir de la remise des diplômes, quand Harrison a fait son pire coup, dit-elle, sa voix se brisant. Il n'a pas pris ma défense. Il s'est rangé de leur côté. Il m'a laissé. Qui? Ai-je demandé. Sophia a regardé vers les portes vitrées de la salle de bal. Le frère aîné de Harrison. Son frère aîné, ai-je répété. L'air froid du Connecticut est soudainement devenu beaucoup plus vif. William Cole, a dit Sophia. Elle n'a pas essuyé la larme. Elle l'a juste laissé sécher sur sa peau. Une manifestation physique d'une blessure vieille de 15 ans. Il avait 2 ans de plus que nous. Le garçon en or, capitaine de l'équipe d'aviron, destiné à une université de l'Ivy League, l'héritier présomptif du trust familial Cole. Il était aussi la seule personne dans cette ville qui me traitait comme un être humain. Elle a tourné le dos au terrain de golf, s'appuyant contre la balustrade de pierre froide. Le clair de lune décolorait sa robe de soie, la faisant ressembler à un fantôme, hantant sa propre vie. Nous le cachions bien sûr, a-t-elle poursuivi, sa voix neutre, dépourvue du tremblement qu'elle avait quelques instants auparavant.
La PDG essayait de refaire surface. On ne parade pas avec la fille du mécanicien au country club, mais nous étudions ensemble. Nous parlions de partir. Il détestait la pression de sa famille. Moi, je détestais juste sa famille. C'était comme une rébellion partagée. Il a promis que nous partirions ensemble. Je me suis appuyé contre la pierre à côté d'elle, en gardant une distance respectueuse, mais en restant dans sa périphérie. Et le soir de la remise des diplômes, Harrison a découvert notre relation. Elle a dit qu'il ne pouvait pas le supporter. L'idée que son frère parfait traînait avec moi. Alors, il a organisé un petit final, a placé une Rolex volée dans mon casier pendant le dîner d'adieu des terminales. C'était une farce stupide et cliché, mais il s'est assuré que le proviseur la trouve. Il s'est assuré que tout le monde regarde. Elle a croisé les bras, frissonnant légèrement. J'ai enlevé ma veste de costume, l'armure tactique qu'elle m'avait achetée, et je l'ai drapée sur ses épaules. Elle s'est raidie, puis s'est lentement détendue dans la chaleur. Quand le proviseur a menacé d'appeler la police et de retirer ma bourse pour l'université, j'ai regardé William, a-t-elle chuchoté. J'ai attendu qu'il parle, qu'il leur dise que je ne ferai jamais ça, qu'il leur dise que Harrison me détestait. Mais William est resté là. Il a regardé son père. Il a regardé Harrison, et il a détourné le regard de moi. Le silence sur la terrasse s'est étiré, rempli seulement par le son moqueur et lointain d'un violoncelle venant de la salle de bal. Je connaissais ce genre de silence spécifique. C'était le silence assourdissant qui suit un abandon profond. C'était le même silence qui a rempli mon appartement la nuit où mon ex-femme a fait 2 valises pendant que je lisais une histoire à Lily. La prise de conscience que quelqu'un à qui vous aviez ancré votre vie a soudainement décidé que vous étiez un poids mort. Il a choisi la voie de la moindre résistance, ai-je dit doucement. C'est ce que font les lâches. Sophia a laissé échapper un rire court et creux. Il a choisi son fond en fiducie, Kevin. Il a choisi Oak Creek. Et l'ironie, c'est que j'ai passé les 15 dernières années à bâtir une entreprise qui vaut plus que tout le patrimoine des Cole, juste pour prouver qu'il a fait un mauvais investissement. Et ce soir, ai-je demandé, c'était quoi cette présentation? Celui qui est resté. Harrison savait ce que William m'avait promis, dit-elle en baissant les yeux sur ses mains. Il me narguait avec ça. Quand je l'ai vu là, l'air si incroyablement suffisant, j'ai voulu le blesser. J'ai voulu lui dire que l'absence de son frère ne m'avait pas brisé, que quelqu'un de mieux était resté. Elle m'a regardé, une lueur d'excuse sincère dans ses yeux perçants. Je n'aurais pas dû vous utiliser. Ce n'était pas professionnel. J'ai perdu mon sang-froid. J'ai pensé aux 50 000 $. J'ai pensé au contrôle terrifiant que Sophia Montgomery exerçait sur chaque seconde de sa vie, et comment cette ville le lui avait arraché en exactement 10 minutes. J'ai mis la main dans ma poche, j'ai sorti mon téléphone, et j'ai vérifié l'heure. Il était 20h45. Ce qui n'est pas professionnel, c'est de me mettre en copie carbone d'un email qui ne me concerne pas, Sophia, ai-je dit en remettant le téléphone dans ma poche. Ça, c'est juste compliqué. Mais je suis un père célibataire. Toute mon existence consiste à gérer des situations compliquées. Je négocie avec une terroriste miniature chaque matin pour savoir si une pâtisserie grillée constitue un petit déjeuner équilibré. Vous pensez que je ne peux pas gérer une salle pleine d'aristocrates qui ont atteint leur apogée au lycée? Un minuscule sourire brisé est apparu au coin de sa bouche. Vous êtes un babysitter très cher. Chef de cabinet, ai-je corrigé. Et en ce moment, ma patronne a l'air de se cacher. Nous ne nous cachons pas. William est à l'intérieur, dit-elle. Les mots ont frappé l'air comme des poids de plomb. C'est une soirée d'anciens élèves. Toutes les promotions de cette décennie sont là. Je l'ai vu près du bar quand nous sommes entrés. C'est pour ça que Harrison nous a approchés. Il faisait diversion. Cela changeait la donne. Nous n'avions pas seulement affaire au tyran de l'école. Nous avions affaire à l'architecte du traumatisme. Je me suis tourné complètement vers elle, captant son regard et le maintenant. Écoutez-moi, vous êtes Sophia Montgomery. Vous faites bouger les marchés mondiaux avant même de finir votre café du matin. Ces gens jouent dans un bac à sable et vous possédez le désert. Vous n'avez pas besoin que William Cole vous donne une conclusion. Et vous n'avez certainement pas besoin de ses excuses. Vous avez juste besoin de traverser cette pièce et de les laisser s'étouffer avec le fait que vous leur avez survécu. Elle m'a fixé. La vulnérabilité dans ses yeux était lentement remplacée par cette froideur chirurgicale familière. C'était un mécanisme de survie, et en ce moment, elle en avait besoin.
Quel est le plan, Kevin? A-t-elle demandé, sa voix se raffermissant. Nous retournons à l'intérieur, ai-je dit. Vous enlevez votre veste, parce que cette robe coûte plus cher que leurs hypothèques, et ils doivent l'avoir. Nous allons au bar. Nous commandons du scotch haut de gamme. Et si William Cole nous approche, vous me laissez faire mon travail. Je suis le tampon, lui ai-je rappelé. J'absorbe l'impact. La salle de bal était plus bruyante quand nous sommes revenus. L'alcool avait desserré les cravates et abaissé les inhibitions. Au moment où nous avons franchi le seuil, le changement d'attention dans la pièce était palpable. La rumeur de ma présentation s'était clairement répandue. Je pouvais sentir les regards spéculatifs me brûler le côté de la tête. Sophia marchait avec une posture parfaitement calibrée. Sa colonne vertébrale était droite. Je suis resté juste à côté d'elle, nos bras se frôlant légèrement. Ce n'était pas l'accrochage désespéré de son geste précédent. C'était un front uni. Nous avons atteint le bar en acajou sans interception. 2 Macallan, de 18 ans d'âge. « Sexe » ai-je dit au barman, en glissant un billet de $100 sur le bois poli. Alors que le barman versait le liquide ambré, j'ai senti l'air changer derrière nous. Ce n'était pas l'arrogance agressive de Harrison. C'était une présence plus lourde, plus hésitante, Sophia. La voix était profonde, cultivée et enrobée d'une fine couche de regret. Sophia ne s'est pas retournée immédiatement. Elle a pris un verre, a bu une gorgée lente et délibérée et a laissé le silence s'étirer pendant 3 secondes angoissantes. Puis, elle s'est retournée. William Cole ressemblait exactement à un homme qui avait troqué son âme contre un bureau d'angle dans l'entreprise de son père. Il était beau, mais l'éclat du garçon en or s'était oxydé. Il y avait des rides profondes autour de ses yeux, et ses épaules portaient un affaissement permanent et lourd. Il avait l'air épuisé. Il ressemblait à un homme qui buvait du bourbon cher seul dans son bureau. « William » a dit Sophia. Sa voix était dépourvue de toute inflexion. C'était le ton exact qu'elle utilisait lorsqu'un fournisseur manquait une date de livraison. Il a dégluti difficilement, ses yeux se posant sur moi, puis revenant sur elle. Je ne pensais pas que tu viendrais vraiment ce soir. Quand Harrison m'a dit que tu étais là, je n'arrivais pas à le croire. J'avais un créneau dans mon emploi du temps, a-t-elle répondu sans heurts. Oak Creek est pittoresque. J'ai pensé que ce serait amusant de voir comment tout le monde avait tourné. Le mot pittoresque l'a frappé comme une gifle. Il a tressailli. Tu es incroyable, Sophia. J'ai lu des articles sur Montgomery Logistics. C'est stupéfiant ce que tu as construit. J'ai toujours su que tu étais brillante. Vraiment? A-t-elle demandé? La question est restée en suspens, tranchante comme un rasoir. Le visage de William a rougi. Il s'est approché, baissant la voix, glissant dans une intimité forcée. Sophia, à propos du soir de la remise des diplômes, à propos de tout. J'étais un gamin. J'étais terrifié par mon père. J'ai pensé à cette nuit 1 millier de fois. Je l'ai regretté pendant 15 ans. J'ai besoin que tu saches à quel point je suis désolé. C'était de bonnes excuses. Elles semblaient répétées, probablement pratiquées devant le miroir d'un vestiaire de country club pendant une décennie. Mais elles ne parlaient que de lui. J'étais terrifié. J'y ai pensé. J'ai besoin que tu saches. J'ai senti Sophia se raidir à côté de moi. On touchait le bord vif de la blessure. Elle a ouvert la bouche, ses yeux s'assombrissant, la colère montant dans sa gorge. Je suis intervenu. Je ne me suis pas mis entre eux. J'ai simplement déplacé mon poids, tournant légèrement mon épaule, pour briser la ligne de mire de William vers Sophia, le forçant à s'adresser à moi. « William, c'est bien ça ?» ai-je demandé, ma voix joyeuse, mais projetant clairement par-dessus le brouhaha de la pièce. J'ai tendu la main. Kevin Harris, chef de cabinet pour Montgomery Logistics. William a regardé ma main comme si c'était une grenade dégoupillée. Il l'a serrée par réflexe. Sa poignée était faible. Chef de cabinet, oui, Harrison l'a mentionné, a-t-il laissé échapper, confus par le changement de sujet. C'est un plaisir de mettre un visage sur un nom, ai-je dit, mon sourire d'une politesse aveuglante. Sophia vous a mentionné en passant. Pas par votre nom, bien sûr. Juste comme une note de bas de page dans ses années de formation. La mâchoire de William s'est crispée. Une note de bas de page. Exactement, ai-je dit, en prenant une gorgée de mon scotch. Vous savez comment c'est dans notre milieu. Quand on gère des chaînes d'approvisionnement mondiales et un conseil d'administration, les microdrames du lycée ont tendance à se fondre dans le bruit statistique.
mais c'est charmant de vous voir vous épanouir dans... J'ai fait une pause, regardant autour de la pièce, laissant mes yeux traîner sur les arrangements floraux fanés et l'attachement désespéré à la gloire passée. Votre habitat naturel. William s'est hérissé, ses épaules se redressant. L'arrogance de la famille Cole a finalement percé la surface de sa culpabilité. Je suis associé principal chez Cole et Associés. Nous nous occupons des acquisitions d'entreprises pour la côte Est. Fascinant, ai-je dit sèchement. Si jamais vous décidez de vous étendre au-delà du carnet d'adresse de votre père, demandez à votre assistant de contacter mon bureau. Nous sommes toujours à la recherche de petites firmes pour gérer nos dossiers réglementaires mineurs. C'était une exécution en règle. Je qualifiais le travail de sa vie de course triviale. Le visage de William est devenu cramoisi. Il a regardé par-dessus mon épaule vers Sophia, cherchant une alliée, cherchant la fille qu'il admirait autrefois. Sophia, a-t-il plaidé doucement, m'ignorant. On peut juste parler 5 minutes? Juste nous deux. Sophia l'a regardé. Elle l'a vraiment regardé. J'ai vu ses yeux suivre les rides de fatigue sur son visage, le désespoir dans sa posture, le manque absolu de la force qu'elle projetait autrefois sur lui. Le fantôme a disparu. Le membre fantôme a cessé de faire mal. « Je ne pense pas, William, » a-t-elle dit. Sa voix n'était plus en colère. C'était pire. Elle était totalement indifférente. Kevin a raison. Notre emploi du temps est serré. Je n'ai pas 5 minutes pour débattre de l'histoire. Elle s'est tournée vers moi, ses yeux bleus brillants et soudainement très clairs. On se mêle aux autres, Kevin? Je crois que la vente aux enchères silencieuses commence, et j'ai envie de surenchérir sur Harrison pour les droits de dénomination de la nouvelle aile de la bibliothèque. Ouvrez la voie, patronne, ai-je dit. Nous nous sommes éloignés, laissant William Cole seul au bar, avec son verre embué et ses 15 ans d'excuses répétées. Alors que nous nous déplacions dans la foule, la mer de costumes sur mesure et de robes en soie, s'écartant pour nous, Sophia a légèrement penché la tête vers la mienne. « Dossier réglementaire mineur », a-t-elle murmuré, le coin de sa bouche se relevant. « J'étais généreux », ai-je répondu, en gardant les yeux devant moi. J'ai failli lui offrir le contrat d'aménagement paysager pour l'entrepôt du Jersey. Un rire doux et sincère s'est échappé de ses lèvres. C'était un son que je n'avais jamais entendu au bureau. Il était léger, dépourvu du poids écrasant de son empire. « Merci, Kevin », dit-elle doucement, son bras frôlant à nouveau le mien. « Vous me payez 50 000 $, Sophia », lui ai-je rappelé, en hochant poliment la tête à une femme stupéfaite dans une robe à paillettes. « Pour ce prix-là, j'insulterai le maire si vous le voulez. Je pourrais vous prendre au mot, » a-t-elle dit. Nous avons passé l'heure suivante à nous mêler à la foule. C'était une masterclass en guerre psychologique. Sophia était radieuse, intouchable, brandissant son succès non pas comme une arme, mais comme un bouclier. J'ai joué mon rôle à la perfection. Le lieutenant loyal et vif d'esprit, qui anticipait chacun de ses besoins, allant chercher des verres, détournant les conversations ennuyeuses, et projetant une aura de menace silencieuse envers quiconque semblait vouloir la tester. Mais à mesure que la nuit avançait, l'adrénaline a commencé à s'estomper. Le coup émotionnel de la soirée nous rattrapait tous les deux. Les faux sourires devenaient plus lourds. Vers 22h30, le quatuor à cordes a été remplacé par un DJ jouant de la musique pop agressive du début des années 2000. La piste de danse s'est remplie de gens essayant de recréer agressivement leur jeunesse. Sophia s'est arrêtée près d'un ensemble de portes doubles menant au vestiaire. Elle avait l'air épuisée. « Je pense que le tampon est plein », ai-je dit doucement, en vérifiant ma montre. Nous avons fait notre tour de service. Vous avez acheté l'aile de la bibliothèque. Vous avez terrifié vos bourreaux. Et vous avez bu assez de scotch pour désinfecter une blessure. Voulez-vous partir? Elle a levé les yeux vers moi, le masque glissant juste assez pour montrer la femme fatiguée en dessous. Je veux rentrer à la maison, Kevin. Alors allons-y. J'ai récupéré son trench coat et ma veste de costume. Nous sommes sortis par les portes d'entrée du Country Club d'Oak Creek, laissant derrière nous les basses assourdissantes et les fantômes. Le voiturier a amené la Mercedes noire. Je lui ai ouvert la portière passager. Elle n'est pas montée tout de suite. Elle est restée là, dans la nuit froide du Connecticut, regardant le bâtiment brillamment éclairé. Je pensais que revenir ici arrangerait quelque chose, dit-elle doucement, en serrant le trench coat autour d'elle. Je pensais que si je prouvais que j'étais meilleur qu'eux, ça effacerait le fait qu'ils m'ont fait me sentir comme une moins que rien. « Et ça a marché ?» ai-je demandé. Elle s'est tournée vers moi.
Non, ça m'a juste fait réaliser qu'il ne valait pas l'énergie que j'ai dépensée à les détester. Elle a laissé échapper un long soupir, un panache de brume blanche dans l'air froid. Mais je n'aurais pas survécu à ce soir sans vous. Vous l'auriez fait, ai-je dit fermement. Vous avez survécu à pire qu'eux pour bâtir votre entreprise. Vous aviez juste besoin de quelqu'un pour tenir le manteau. Elle a tendu la main, ses doigts touchant légèrement le revers de ma veste. C'était un geste d'une intimité surprenante. Vous êtes un homme bien, Kevin Harris. Lily a de la chance de vous avoir. Entendre le nom de ma fille dans cet environnement m'a déstabilisé. Ça m'a instantanément ramené sur Terre, me sortant de l'orbite de la milliardaire pour me ramener à la réalité du pain grillé brûlé et du tutorat spécialisé. Sortons d'ici, ai-je dit en m'éclaircissant la gorge. Elle a hoché la tête et s'est glissée dans la voiture. J'ai fait le tour du côté conducteur, le gravier crissant sous mes chaussures de ville. Nous étions à mi-chemin de la longue allée sinueuse du country club, quand les phares ont éclairé une silhouette debout au milieu de la route. J'ai freiné brusquement. Le système de freinage anti-blocage a bégayé. La lourde Mercedes s'arrêtant à quelques centimètres des genoux de la personne. C'était Harrison Cole, et il avait l'air complètement fou. Harrison se tenait en plein milieu du faisceau des phares, les mains posées à plat sur le capot de la Mercedes. Il respirait lourdement, sa cravate défaite, le col de sa chemise de luxe imbibé d'alcool renversé. Son ombre s'étirait, longue et déformée sur l'allée de gravier, le faisant ressembler à une chose monstrueuse et difforme dans le noir. J'ai mis la voiture au point mort et j'ai laissé le moteur tourner. « Verrouillez la porte », ai-je dit à Sophia. Ma voix était calme, mais l'adrénaline de la salle de bal a été instantanément remplacée par un instinct froid et primaire. « Kevin, ne faites pas ça », dit-elle, sa main cherchant mon bras. « Il est ivre, faites juste marche arrière. » Nous sortirons par l'entrée de service. Si je fais marche arrière, il se jettera sur la voiture et prétendra que nous l'avons heurté. Je sais exactement comment fonctionnent les types comme lui. Ils se nourrissent des dommages collatéraux. J'ai détaché ma ceinture de sécurité. Verrouillez la porte, Sophia. Ne sortez pas. J'ai ouvert la portière et je suis sorti dans l'air glacial de la nuit. Le gravier a crissé bruyamment sous mes chaussures, alors que je contournais l'avant de la voiture. Les phares m'aveuglaient légèrement, projetant un halo blanc et cru sur Harrison. Il sentait le gin aigre et le désespoir. « Remontez dans la voiture, chauffeur », a bredouillé Harrison, ses yeux luttant pour me fixer. « Ça ne concerne pas les domestiques. Je vous l'ai dit à l'intérieur, Harrison, ai-je dit, en gardant mes mains visibles et ma voix égale. Je suis le chef de cabinet, et en ce moment, ma principale préoccupation est que vous êtes en train de cabosser une pièce d'ingénierie allemande très chère. Éloignez-vous de la voiture. » Il s'est repoussé du capot, titubant légèrement. L'agressivité de sa posture était fortement atténuée par l'alcool, rendant ses mouvements amples et maladroits. « Tu te crois malin ?» a-t-il craché, en pointant un doigt tremblant vers moi. « Tu crois que tu peux débarquer ici, t'habiller comme si tu étais à ta place, et humilier ma famille? Mon frère est associé chez Cole et associé. C'est quelqu'un. Elle est toujours juste la fille de la casse auto. » Il a fait un pas vers moi. Je n'ai pas bougé. J'ai une fille de 7 ans. J'ai passé les 4 dernières années à désamorcer des crises de colère pour des crayons cassés, des peluches égarées et l'angoisse existentielle pure de l'heure du coucher. Harrison Cole n'était pas une menace. C'était un bambin de 40 ans qui faisait une crise parce que quelqu'un lui avait enlevé son jouet préféré, sa supériorité. « Harrison », ai-je dit, en baissant la voix au registre bas et ferme que j'utilisais quand Lily essayait de peindre le chien. « Vous vous ridiculisez. Vous êtes ivre. Vous êtes debout dans une allée. Et vous criez sur un homme qui se fiche de vous. Retournez à l'intérieur avant de faire quelque chose qui m'oblige à appeler une ambulance ou la police. » Il a laissé échapper un aboiement de rire laid et amer. « Tu me menaces? La police de cette ville m'appartient. Le juge m'appartient. » Il s'est jeté sur moi. C'était un coup maladroit et télégraphié. Il a visé ma mâchoire, mettant tout son poids dans un crochet du droit digne d'une mauvaise bagarre de bar. Je n'ai pas essayé de le bloquer. J'ai simplement fait un demi-pas vers la gauche, et j'ai accroché son pied derrière sa cheville. La physique a fait le reste. Harrison a frappé dans le vide, son élan l'emportant vers l'avant. Son pied s'est pris dans ma jambe, et il s'est écrasé le visage le premier dans le gravier, avec un bruit lourd et écœurant. Il a gémi, roulant sur le dos,
se tenant le visage. Du sang a commencé à perler d'une éraflure sur son front, se mélangeant à la terre et au gravier. Il avait l'air pathétique. Le pull en cachemire était ruiné. Je me tenais au-dessus de lui, ajustant mes poignets. « Je ne vous ai pas touché », ai-je dit calmement. La caméra de bord a tout enregistré. Si vous voulez me poursuivre pour vous avoir laissé trébucher sur votre propre ego, allez-y. Ma patronne a d'excellents avocats. La portière passager de la Mercedes s'est ouverte. « Sophia, je vous ai dit de rester à l'intérieur », ai-je aboyé, sans quitter Harrison des yeux. Elle n'a pas écouté. Elle est entrée dans les faisceaux des phares. Le trenchcoat Camel était serré autour d'elle. Elle s'est approchée de l'endroit où Harrison gisait dans la poussière, se tenant le front en sang. Elle l'a regardé de haut. Il n'y avait plus de colère sur son visage, pas de triomphe, juste une pitié profonde et lourde. C'était la pire chose qu'elle aurait pu utiliser contre lui. « Regarde-toi, Harrison », dit-elle doucement. Le moteur ronronnait sous ses mots. 15 ans. Et c'est exactement là où je t'ai laissé. Dans la poussière, à jeter des pierres sur des gens qui sont déjà à des kilomètres devant toi. Il l'a regardé, des larmes de douleur et d'humiliation traçant des sillons dans la saleté sur ses joues. Il a ouvert la bouche pour dire quelque chose, pour lancer une dernière insulte, mais les mots sont morts dans sa gorge. Il n'avait plus rien. L'illusion était complètement brisée. « Ne te mets plus jamais devant ma voiture », a dit Sophia. Elle s'est retournée et est retournée au siège passager, fermant la porte avec un bruit sourd et définitif. J'ai regardé Harrison une dernière fois. « Bonne nuit, Monsieur Cole. » Je suis remonté au volant. J'ai mis la voiture en marche avant et je l'ai contournée prudemment. Dans le rétroviseur, je l'ai vu s'asseoir dans le gravier, baigné par la lueur rouge des feux arrière, entièrement seul. Nous avons rejoint l'autoroute dans un silence absolu. L'adrénaline quittait mon système, laissant derrière elle une fatigue profonde et douloureuse. Mes jointures me faisaient mal, à force de trop serrer le volant. J'ai augmenté le chauffage, espérant dégeler le froid persistant du Connecticut qui semblait s'être installé dans mes os. À côté de moi, Sophia subissait une déconstruction physique. D'abord, elle a enlevé ses talons, les laissant tomber sur les tapis de sol avec un bruit sourd. Puis elle a détaché ses lourdes boucles d'oreilles en diamant, les laissant tomber nonchalamment dans le porte-gobelet, où elles ont cliqueté contre une bouteille d'eau en plastique. Enfin, elle a défait les épingles de son chignon élaboré, laissant ses cheveux sombres tomber en une vague désordonnée et non structurée autour de ses épaules. Elle a ramené ses genoux contre sa poitrine, enroulant le trench coat autour de ses jambes comme une couverture. La PDG milliardaire avait disparu. Elle avait l'air petite. Nous avons roulé pendant environ 70 kilomètres avant qu'elle ne parle. « Je suis désolé, dit-elle. » Sa voix était rauque, éraillée par l'air froid et le scotch. « Pourquoi ?» ai-je demandé, en gardant les yeux sur les lignes blanches de l'autoroute. Le traumatisme du lycée, l'embuscade au bar ou le parcours d'obstacles ivres dans l'allée. Pour tout, elle a appuyé sa joue contre la vitre froide de la fenêtre passager. « Je vous avais promis une transaction propre et professionnelle. Je vous ai entraîné dans un pétrin. Je vous ai dit que je gère les pétrins pour vivre, ai-je répondu. De plus, voir un associé principal d'un cabinet d'avocats d'affaires trébucher sur ses propres pieds valait le prix d'entrée. Un faible rire haletant lui a échappé. Vous ne l'avez même pas poussé. Pas besoin. La gravité est invaincue. Nous avons passé un panneau vert lumineux pour une aire de repos. Il annonçait de l'essence, un restaurant ouvert 24 heures sur 24, et des toilettes. « Vous avez faim ?» ai-je demandé. Sophia a levé la tête, regardant le panneau. « Je n'ai pas mangé depuis hier matin. J'ai mis mon clignotant et j'ai pris la sortie. » Le restaurant était un phare brillant de néons graisseux et de lumière fluorescente au milieu de nulle part. Le parking était vide, à l'exception de 2 poids lourds qui tournaient au ralenti à l'arrière. Ça sentait le café rassis, les oignons frits et l'eau de Javel. Nous sommes entrés. Sophia dans sa robe en soie à plusieurs milliers de dollars et son trench coat, pieds nus parce qu'elle refusait de remettre ses talons. Moi, dans un costume tactique sur mesure, ressemblant à un agent des services secrets en congé. La serveuse, une femme dans la soixantaine avec un badge indiquant « Barbe », n'a pas sourcillé. Elle nous a juste indiqué une banquette en vinyle dans le coin. « Du café ?» a demandé Barbe, en sortant un crayon de derrière son oreille. « S'il vous plaît », ai-je dit, « et la plus grande assiette de frites que vous puissiez légalement servir, avec de la sauce. »
Sophia m'a regardé, une petite étincelle de vie revenant dans ses yeux. De la sauce? Il est 3 heures du matin après une quasi-bagarre. On ne mange pas une salade, Sophia. On mange du soutien structurel. Barb a hoché la tête d'un air approbateur et s'est éloignée. Sophia s'est glissée dans la banquette, rentrant ses pieds nus sous elle. Elle a regardé autour du restaurant. C'était agressivement ordinaire. Les salières étaient troubles. Les bouteilles de ketchup étaient à moitié vides. Le jukebox dans le coin était débranché. « Je ne suis pas allé dans un endroit comme ça depuis 10 ans, a-t-elle murmuré. « Bienvenue dans le monde réel, ai-je dit, en sortant une serviette et en essuyant un cercle de condensation sur la table. Pas de sculpture de glace, pas de quatuor à cordes. Dieu merci, a-t-elle chuchoté. Barb est revenue avec 2 tasses en céramique épaisse de café. Le café était noir, brûlant, et avait un léger goût de pièces de monnaie brûlées. C'était exactement ce dont nous avions besoin. Sophia a enroulé ses 2 mains autour de sa tasse, laissant la chaleur pénétrer sa peau. Elle m'a regardé de l'autre côté de la table. La lumière fluorescente crue n'offrait aucune faveur, soulignant les cernes sous mes yeux et l'épuisement de ma mâchoire. « Qui est resté, Kevin ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai fait une pause, ma tasse de café à mi-chemin de ma bouche. Je l'ai reposée sur la table en formica. La question ne concernait plus le country club. Elle posait des questions sur le membre fantôme. Elle posait des questions sur le point d'ancrage. « Que voulez-vous dire ?» ai-je demandé, bien que je sache exactement ce qu'elle voulait dire. Ce soir, quand je vous ai présenté, vous n'avez pas hésité une seconde. Vous saviez exactement ce que cette phrase signifiait. Elle a tracé le bord de sa tasse avec son pouce. Je l'ai vu dans vos yeux. Vous savez ce que ça fait quand quelqu'un part. Je me suis adossé contre le vinyle rouge. Le grincement du matériau a semblé fort dans le restaurant silencieux. J'ai pensé à mentir. J'ai pensé à lui donner une réponse d'entreprise aseptisée pour maintenir la frontière entre patronne et employé. Mais la frontière avait été brisée au moment où elle avait attrapé mon bras dans cette salle de bal. Mon ex-femme, ai-je dit, les mots ayant un goût de cendre. La mère de Lily. Sophia est restée parfaitement immobile, à l'écoute. Nous nous sommes rencontrés à l'université. Nous nous sommes mariés jeunes. Nous avons eu Lily à 25 ans. J'ai pris un sachet de sucre, le faisant tourner sans fin entre mes doigts. Lily, elle a une dyslexie sévère et un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Les médecins ont mentionné quelques autres acronymes, mais l'essentiel, c'est que son cerveau traite le monde sur une fréquence différente. Elle a besoin d'une structure constante, d'une attention constante, d'un tutorat spécialisé qui coûte plus cher que mon loyer. J'ai déchiré le coin du sachet de sucre et j'ai versé un petit monticule de cristaux blancs sur la table. Mon ex-femme voulait voyager. Elle voulait ouvrir un studio de yoga. Elle voulait une vie calme et esthétiquement agréable. J'ai balayé le sucre avec ma main. Lily n'était pas calme. Elle n'était pas facile. La réalité d'élever un enfant avec des besoins spéciaux a brisé le fantasme que ma femme s'était construit dans sa tête. Alors, une nuit, elle a fait ses valises, a dit qu'elle se perdait, qu'elle avait besoin d'espace. J'ai levé les yeux vers Sophia. Ses yeux bleus étaient fixés sur les miens, sans ciller. Elle a déménagé à Sedona. Ai-je terminé? Ma voix neutre. Elle envoie une carte postale pour l'anniversaire de Lily. C'est tout. Elle a choisi la voie de la moindre résistance. Comme William, a chuchoté Sophia. Comme William, ai-je convenu. Sauf que William a abandonné une romance de lycée. Mon ex-femme a abandonné une petite fille de 3 ans qui ne comprenait pas pourquoi maman n'était pas là pour lui lire une histoire. Barb est arrivée avec une montagne de frites sur une lourde assiette ovale, accompagnée d'un petit bol de sauce brune fumante. Elle l'a posé entre nous et s'est retirée sans un mot. Nous sommes restés assis en silence pendant un long moment, la vapeur des frites s'élevant entre nous comme un rideau fragile. « Comment faites-vous » a demandé Sophia. « Comment vous levez-vous chaque matin sans haïr le monde pour ce qu'il vous a pris ?»« Je n'ai pas le luxe de haïr le monde, ai-je dit, en prenant une frite et en la trempant dans la sauce. Je dois préparer le petit déjeuner. Je dois négocier avec Lily pour savoir pourquoi elle ne peut pas porter un costume de Batman à l'école un mardi. La colère prend de la place, Sophia. Je n'ai pas la superficie pour ça. J'ai mangé la frite. Elle était parfaitement croustillante. La sauce était entièrement artificielle et absolument délicieuse. Vous construisez un monde plus petit, ai-je poursuivi, en poussant l'assiette vers elle. Un monde que vous pouvez contrôler. Vous protégez les gens qui s'y trouvent. Vous faites le travail.
Et finalement, le fait que quelqu'un soit parti cesse d'être le titre de votre vie. Ça devient juste une note de bas de page. Sophia a fixé l'assiette de frites. Lentement, elle a tendu la main, en a pris une, et l'a trempée. Elle a mâché en silence, digérant la graisse, le sel et la réalité de ma vie. Une note de bas de page, a-t-elle répété doucement. Mon téléphone a vibré dans la poche de ma veste. Je l'ai sorti. L'écran s'est allumé avec une notification de mon application bancaire. Virement entrant, Montgomery Logistics. Montant, 50 000 $. J'ai fixé l'écran. Les chiffres brillaient dans le noir. C'était le reste du tutorat de Lily. C'était la dette de carte de crédit. C'était le poids qui se soulevait de ma poitrine si soudainement que je me suis senti étourdi. J'ai levé les yeux. Sophia me regardait, sa tasse de café suspendue près de sa bouche. « La transaction est terminée, Kevin, » dit-elle, sa voix douce. Ce n'était pas la PDG qui parlait. C'était la fille qui avait survécu à Oak Creek. Vous l'avez mérité. J'ai verrouillé mon téléphone et je l'ai glissé dans ma poche. « Merci, Sophia », ai-je dit doucement. « Non », a-t-elle répondu, en posant sa tasse. Elle a tendu la main sur la table, ses doigts frôlant le poignet de ma chemise. « Merci d'être resté. » Nous sommes retournés en ville alors que le soleil commençait à poindre à l'horizon, peignant le ciel de nuances meurtries de violet et de gris. La transition du calme rural du Connecticut au canyon de béton de Manhattan ressemblait à la traversée d'une frontière vers une autre réalité. J'ai déposé Sophia à son penthouse de l'Upper East Side juste avant 6 heures du matin. Elle se tenait sur le trottoir, le trenchcoat camel serré autour d'elle, tenant ses talons abîmés dans une main. Elle avait l'air épuisée, entièrement dépouillée de l'armure qu'elle avait portée la veille, mais elle n'avait pas l'air vaincue. « Prenez la voiture pour le week-end, Kevin », dit-elle en se penchant pour regarder par la fenêtre passager. « Reposez-vous. On se voit lundi. »« Lundi, patronne, » ai-je répondu. Je suis rentré à mon appartement dans le Queens, mais je n'ai pas pu dormir. Assis à ma table de cuisine, je fixais le portail de ma banque. 50 000 $, ça ne semblait pas réel. Quelques clics ont effacé la dette de carte de crédit qui pesait sur moi depuis des années. Quelques autres ont payé le tutorat spécialisé de Lily pour les 2 prochaines années. Quand les écrans de confirmation sont apparus, j'ai posé ma tête sur la table et j'ai pleuré. Pas avec grâce, mais avec le soulagement brut d'années passées, à craindre de ne pas pouvoir donner à ma fille l'avenir qu'elle méritait. Le lundi matin, le réveil a sonné à 4h30 du matin. J'ai fait le pain grillé. J'ai coupé les sandwichs au beurre de cacahuète en triangle. J'ai déposé Lily à la garderie. Je lui ai embrassé le front et j'ai pris le métro pour Midtown. Quand je suis entré dans le bureau d'angle au mur de verre à 7h30 du matin, Sophia était déjà là. Elle portait un costume gris ardoise. L'iPad était dans sa main. La visière froide et impénétrable de la PDG était fermement en place. Les chiffres de la distribution européenne sont un désastre, dit-elle sans lever les yeux, en tapotant agressivement l'écran. Appelez le bureau de Francfort. Dites-leur que s'ils n'ont pas un modèle logistique révisé d'ici midi, je licencie le directeur régional. Je m'en occupe, ai-je dit en posant ma mallette. C'était exactement comme je dis. Le ton, les exigences, la perfection stérile de la pièce. Mais alors que je me tournais pour aller à mon bureau, j'ai remarqué un gobelet en carton à côté de mon clavier. C'était un café noir du petit torréfacteur indépendant à 3 rues de là. Pas de la machine de l'entreprise dans la salle de pause. J'ai regardé Sophia. Elle fixait toujours son iPad, mais le coin de sa bouche était légèrement tendu. « La machine dans le hall est en panne », dit-elle sèchement. La machine dans le hall allait bien. Je savais qu'elle allait bien, mais j'ai pris le gobelet. « Merci, Sophia. » Réglez juste le problème de Francfort, Kevin. Nous avons passé les 3 semaines suivantes à opérer dans ce nouveau paradigme tacite. En apparence, rien n'avait changé. J'étais le chef de cabinet. Elle était la milliardaire. Je gérais le chaos. Elle étendait l'empire. Mais l'air entre nous avait fondamentalement changé. Quand les réunions du conseil s'éternisaient, Sophia croisait mon regard de l'autre côté de la table, partageant le même regard silencieux que nous avions échangé une fois dans le restaurant. Elle a cessé de me mettre en copie des emails inutiles, et j'ai cessé d'attendre la permission de quitter le bureau. Notre relation était passée de purement professionnelle à une relation basée sur une confiance silencieuse. Puis est arrivé un mardi de fin novembre. Nous étions enfermés dans une négociation tendue avec une société de capital investissement pour l'acquisition d'un entrepôt à Chicago.
12 avocats se disputaient dans la pièce, tandis que Sophia était assise en silence à la tête de la table, attendant le moment parfait pour démanteler leur argumentation. Mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était une vibration spécifique, un modèle personnalisé que j'avais défini pour un seul numéro. L'école de Lily. Je l'ai sorti sous la table. Un texto de l'infirmière de l'école. Monsieur Harris. Lily fait une grave crise de panique. Elle hyperventile. Nous n'arrivons pas à la calmer. Vous devez venir maintenant. L'air dans mes poumons s'est transformé en cendres. Une mauvaise journée de dyslexie. Ça arrivait de temps en temps, généralement déclenché par un test de lecture devant la classe, où les lettres s'en mêlaient, les enfants la fixaient, et l'humiliation absolue d'être différente brisait ses mécanismes de défense. Je me suis levé. Le mouvement était brusque. Les 12 avocats ont cessé de parler et m'ont regardé. Sophia a tourné la tête, ses yeux bleus vifs, lisant immédiatement mon visage. Elle n'a pas demandé ce qui n'allait pas. Elle a vu la panique absolue transparaître à travers mon masque professionnel. « Je dois y aller », ai-je dit, la voix tendue. « Maintenant. » L'avocat principal de la société de capital investissement a ricané. « Nous sommes en plein milieu des révisions des conditions. Le chef de cabinet ne peut pas simplement partir. » Sophia n'a même pas regardé l'avocat. Elle a gardé les yeux sur moi. « Partez », dit-elle, sa voix perdant toute sa glace d'entreprise, remplacée par une autorité féroce et indéniable. « Prenez ma voiture. Les clés sont dans mon manteau. Je peux prendre le métro. C'est... Prenez la voiture, Kevin. Partez. » Elle s'est finalement tournée vers l'avocat. Et la température dans la pièce a chuté de 10 degrés. Mon chef de cabinet a une urgence. Si quelqu'un dans cette pièce a un problème avec son départ, il peut partir avec lui, et l'accord est annulé. Un silence absolu est tombé sur la salle de réunion. Je n'ai pas attendu. J'ai attrapé mon manteau, j'ai sorti ses clés de sa poche, et j'ai couru. Je suis arrivé à l'école en 12 minutes, abandonnant la Mercedes dans une zone de bus avec les feux de détresse clignotants. J'ai trouvé Lily dans le bureau de l'infirmière, recroquevillée en boule sur un lit en plastique, sanglotant si fort qu'elle s'étouffait. L'infirmière planait, impuissante. Je me suis agenouillé, j'ai serré ma fille contre ma poitrine et je l'ai laissé enfouir son visage dans mon épaule. « Je n'y arrive pas, papa », a-t-elle gémi, ses petites mains agrippant ma veste de costume comme une bouée de sauvetage. Les mots sont cassés, mon cerveau est cassé. « Tu n'es pas cassé, ma puce », ai-je chuchoté dans ses cheveux, en la berçant lentement. « C'est juste une mauvaise journée. » Les mots sont juste têtus, on va y aller. Je suis là. Il a fallu 20 minutes pour la calmer assez pour qu'elle puisse marcher. Je l'ai fait sortir. Je l'ai mise sur le siège passager de la voiture de Sophia et je lui ai acheté un jus de fruits tiède dans une épicerie du coin. Ma sœur Sarah faisait un double service à l'hôpital. La garderie n'accepterait pas un enfant malade ou en détresse. Je n'avais nulle part où la mettre et j'avais les contrats finalisés de Chicago sur mon bureau, nécessitant ma signature pour libérer les fonds séquestrés avant la fermeture de la banque à 17 heures. « On va au bureau de papa », ai-je dit doucement à Lily, en bouclant sa ceinture de sécurité. « Tu vas t'asseoir sur ma chaise, et tu pourras dessiner, juste pour 1 heure. »« D'accord. » Elle a hoché la tête, s'essuyant le nez avec le dos de sa manche, complètement épuisée. Entrer à l'étage de la direction de Montgomery Logistics avec une enfant de 7 ans aux yeux rouges et débraillés, c'était comme amener une grenade dégoupillée dans une bibliothèque. Les jeunes cadres ont dévisagé. La réceptionniste a arrêté de taper en pleine phrase. Je les ai tous ignorés. J'ai conduit Lily directement dans mon bureau. Je l'ai assise dans mon grand fauteuil en cuir et j'ai vidé une tasse pleine de surligneurs et de stylos bleus sur le bureau. Je lui ai donné une pile de papier d'imprimante. « Dessine-moi une ville », ai-je dit, en embrassant le haut de sa tête. « Je dois finir des papiers. Je suis juste là. » Je me tenais près de la crédence, examinant rapidement les documents de séquestre, mon cœur battant toujours à un rythme frénétique contre mes côtes. 10 minutes plus tard, la porte de mon bureau s'est ouverte. Je me suis préparé, m'attendant à un responsable des ressources humaines irrité. Mais c'était Sophia. Elle est entrée et a fermé la porte derrière elle avec un léger clic. Elle m'a regardé, évaluant mon niveau de stress, puis a regardé le fauteuil en cuir massif. Lily regardait par-dessus le bureau, serrant un surligneur rose fluo, les yeux écarquillés en fixant la PDG milliardaire. Sophia n'a pas souri d'un sourire mielleux et condescendant. Elle n'a pas utilisé une voix de bébé aiguë. Elle s'est approchée du bureau,
a tiré une de mes chaises d'invité et s'est assise pour être au niveau des yeux de ma fille. « Tu dois être Lily », a dit Sophia calmement. Lily a hoché la tête lentement, se recroquevillant légèrement. « Tu es la patronne de mon papa ?»« Oui, je m'appelle Sophia. » Elle a baissé les yeux sur le papier éparpillé sur le bureau. Ce n'était pas une ville. C'était une série de formes géométriques méticuleusement reliées par des lignes épaisses et droites. « Qu'est-ce que tu dessines ?»« C'est une carte », a chuchoté Lily. « Pour les mots. Quand ils se perdent dans ma tête, j'essaye de les mettre dans des boîtes pour qu'ils restent tranquilles. » J'ai arrêté de lire le contrat. Je n'avais jamais entendu Lily expliquer sa dyslexie comme ça. Ça m'a brisé le cœur à nouveau. Sophia n'a pas offert de pitié. Elle s'est penchée en avant, étudiant le papier avec la même concentration intense qu'elle appliquait au rapport de résultats trimestriels. « C'est un système très efficace », a dit Sophia sérieusement. « Je fais quelque chose de similaire quand j'ai un très gros problème très compliqué au travail. Je dessine des boîtes, je mets les problèmes à l'intérieur et je trace des lignes pour les relier. Ça fait cesser le chaos. » Lily a cligné des yeux, abaissant le surligneur rose. « Vraiment ? Vraiment », a confirmé Sophia. Elle a tendu la main et a pris un stylo bleu. « Ça te dérange si je te montre ?» Lily a secoué la tête. Pendant les 20 minutes suivantes, je suis resté debout près de la crédence et je les ai regardés. Sophia Montgomery, une femme qui terrifiait Wall Street, était assise à mon bureau et dessinait des organigrammes avec une fillette de 7 ans. Elle ne parlait pas beaucoup. Elle s'échangeait juste des stylos, dessinant des boîtes et des lignes, construisant une structure pour contenir le désordre du monde. C'était la plus belle chose que j'ai jamais vue. À 16h45, j'ai signé la dernière page du contrat, j'ai scellé l'enveloppe et je l'ai remise à un coursier qui attendait dans le couloir. Quand je suis revenu, Lily s'était endormie, la tête posée sur ses bras, juste au-dessus de la carte complexe de boîtes bleues et roses. Sophia se tenait près de la fenêtre, regardant les toits de la ville, le stylo bleu tournoyant toujours entre ses doigts. « Merci », ai-je dit doucement, en entrant dans la pièce. « Pour la voiture, pour la réunion du conseil, pour ça. » Sophia s'est retournée. La lumière de fin d'après-midi a attrapé les angles vifs de son visage, les adoucissant. « Vous n'auriez pas dû avoir à choisir entre votre fille et des conditions de contrat, Kevin, » a-t-elle dit doucement. « Je vous ai dit de régler le problème de Francfort. Vous avez réglé celui de Chicago, tout en gérant une crise. Vous faites votre travail. C'est plus que le travail, Sophia, et vous le savez. » Je me suis approché du bureau et j'ai doucement drapé ma veste de costume sur les petites épaules de Lily. Elle a soupiré dans son sommeil, enfouissant son visage plus profondément dans ses bras. « Je vous l'ai dit dans ce restaurant, » ai-je dit, en regardant ma fille. « J'ai construit un petit monde. C'était juste elle et moi. Je ne pouvais pas me permettre de laisser entrer quelqu'un d'autre, parce que les gens partent quand ça devient difficile. » J'ai levé les yeux vers Sophia. Elle me regardait, son expression illisible, mais ses yeux étaient entièrement sans défense. « William Cole est parti, » ai-je poursuivi, ma voix stable, en comblant la distance entre nous. « Mon ex-femme est partie. Mais vous n'avez pas quitté la salle de réunion aujourd'hui. Vous n'êtes pas parti quand vous avez vu une enfant en pleurs dans un bureau de direction. Vous vous êtes assise et vous avez dessiné des boîtes. » Sophia a baissé les yeux sur le stylo dans sa main, puis l'a posé soigneusement sur le bureau. Elle a fait un pas vers moi. « Quand vous vous êtes tenu devant la voiture de Harrison, » a-t-elle murmuré, sa voix à peine plus forte qu'un souffle. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça. Vous aviez déjà gagné l'argent. La transaction était terminée, mais vous êtes resté dans le gravier quand même. »« Je suis le tampon, » lui ai-je rappelé doucement. Un petit sourire sincère a finalement éclaté sur son visage. Il a atteint ses yeux, les illuminant. « Je n'ai plus besoin de tampon, Kevin. Je crois que j'ai juste besoin d'un partenaire. » Elle ne parlait pas de l'entreprise, et je ne parlais pas du travail. Nous sommes restés là, dans le bureau silencieux, le bourdonnement de la ville vibrant à travers les épaisses vitres, la respiration régulière et rythmée de ma fille endormie nous ancrant à la pièce. Nous n'avions pas besoin d'un grand geste. Nous avions tous les deux eu assez de représentation dans les country clubs et les salles de conseil. J'ai tendu la main, ma main trouvant la sienne. Ses doigts étaient chauds cette fois. Elle les a entrelacés avec les miens, sa prise ferme et solide. Elle était milliardaire. J'étais un père célibataire. Le monde à l'extérieur de cette boîte de verre était bruyant, chaotique
et entièrement imprévisible. Mais alors que je me tenais là, tenant la main de la femme qui était restée, j'ai regardé la carte que Lily avait dessinée sur le bureau. Les lignes étaient droites, les boîtes étaient sûres. Pour la première fois en 4 ans, le monde avait un sens parfait. Si cette histoire vous a touché en plein cœur, appuyez sur le bouton j'aime. Ça aide l'algorithme à trouver d'autres personnes qui ont besoin de l'entendre. La vie, ce n'est pas les gens qui s'en vont quand ça devient compliqué. Ce sont ceux qui tirent une chaise, s'assoient dans le chaos avec vous et vous aident à dessiner la carte. Laissez un commentaire ci-dessous et parlez-moi de celui ou celle qui est resté dans votre vie. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir de sa valeur. Et abonnez-vous pour plus d'histoires profondément humaines et authentiques. On se retrouve dans la prochaine vidéo.